Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, va aider certains à mieux comprendre ce qui va arriver dans les prochains mois concernant les États-Unis, parce que il est évident que l'élection présidentielle qui va avoir lieu l'année prochaine va être très importante. Et qui plus est, déjà on commence déjà à être fébrile sur les événements. Avant toute chose, je voudrais revenir assez rapidement sur le Niger. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que plusieurs pays se sont mis d'accord en coalition pour éventuellement, je dis bien éventuellement, faire une intervention militaire au Niger pour dégager la junte militaire et rétablir la démocratie, même si nous savons que démocratie en Afrique a fâcheuse tendance parfois à être synonyme de corruption, d'influence, etc. Dans la vidéo que j'avais faite au moment des événements, j'avais parlé que, pour moi, peut-être certainement, que ce sont les Américains qui sont en train tout simplement d'accélérer le mouvement pour dégager l'influence française dans certains pays africains et plus particulièrement les pays francophones, ce qu'on appelle plus vulgairement la France-Afrique. Il s'est trouvé par la suite qu'on a plus ou moins essayé de trouver des liens de cause à effet avec les Wagner, avec la Russie, et que finalement ça serait la Russie qui fait également ces jeux d'influence, ou d'ailleurs, soyons d'accord sur le fait que aujourd'hui l'Afrique, dans certains pays, c'est une guerre d'influence entre les États-Unis, la France et la Chine et évidemment la Russie, pour des pays qui ont pour l'instant une implantation bien ancrée, une implantation historique, on va dire, dans les pays africains. Il y a une délégation américaine qui s'est déplacée apparemment au Niger. Mais pas pour rétablir la démocratie, mais au contraire, essayer de préserver, voire peut-être de proposer des issues, des alternatives. En gros, les États-Unis sont en train tout simplement de placer leurs jalons, leurs pions d'intérêt au Niger. Donc finalement, ce que j'avais dit, c'était peut-être pas totalement faux, et qu'on est bien en face peut-être d'une situation géopolitique flagrante, de conflit d'intérêts, et très clairement, ça fait depuis les années 2010 qu'on sait que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou même les États-Unis, veulent absolument piquer ce qui est notre intérêt français en Afrique, dans différents domaines, que ce soit des domaines énergétiques, énergie fossile, que ce soit en matière de minerais, de matières premières, etc., etc. Et ça rentre parfaitement dans la ligne de ce que l'on dit depuis très longtemps, que le système financier mondial, et plus particulièrement le système financier occidental, est à bout de souffle. Et que par conséquent, s'il est à bout de souffle, là ce sont évidemment des compétitivités flagrantes entre des groupes occidentaux, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens ou voire national. Quand je dis national, c'est britannique, français, allemand, etc. Sur des terres ou sur des régions qui étaient pourtant historiquement préservées de l'intérêt, de l'exclusivité d'un certain nombre de pays occidentaux. C'est pour ça qu'on parle souvent de la France-Afrique, puisque la France, avec certains pays africains, a préservé, a gardé un certain nombre de liens, un certain nombre de privilèges d'ordre économique, non sans comptant bien évidemment des aides financières à ces pays, ce que d'ailleurs a dénoncé le président du Burkina Faso en disant, puisque la France a décidé de couper les aides au Burkina Faso, et ce président a tout simplement dit, mais si les aides françaises avaient permis de sauver ou de développer le Burkina Faso, ça se serait. Donc finalement, aide ou pas aide, on s'en passera bien. Bah oui, parce que le problème des aides financières que l'on donne à certains pays africains, alors parfois, évidemment, attention,
C'est comme l'Ukraine, hein, c'est pas gratuit. Donc ça génère de la dette. D'où la raison pour laquelle parfois certains pays africains réclament à certains pays en lesquels ils sont redevables de tout simplement supprimer leurs dettes. Tout simplement parce que les aides qu'on file, malheureusement, c'est comme l'Ukraine. Quand l'argent arrive sur les comptes, on ne sait pas où ça va. Je pense qu'à mon avis, il vaut mieux pas faire une étude ou une analyse sur tout l'argent qu'on a pu donner ces 20 dernières années à des pays africains et savoir où est parti l'argent. On risquerait d'avoir de mauvaises surprises. Mais ça, je pense que c'est de notoriété publique pour ceux qui sont un minimum informés. Donc, voilà ce que je voulais rajouter concernant le Niger. En fait, cette vidéo, je voudrais un peu vous donner des éclaircissements sur la situation aux États-Unis, ou plus particulièrement sur aujourd'hui le peuple américain. Le peuple américain aujourd'hui, il est encore plus divisé qu'il ne l'a jamais été. On le voit bien dans beaucoup de domaines, voire même à l'échelle de certains États, l'épée de Damoclès d'une sécession de certains États reste toujours d'actualité. Je rappelle, le Texas est un des rares États qui aujourd'hui s'est constitué une réserve nationale d'or physique. Pourquoi un État des États-Unis d'Amérique, pourquoi un État de l'Union s'amuserait-il à constituer sa propre réserve d'or physique? Si ce n'est envisager ou se préparer à un effondrement économique ou à un effondrement pur et simple de l'Union, et donc ainsi avoir ses propres réserves pour pouvoir accuser le coup. On a vu, il y a quelques années, un certain nombre d'États qui ont signé des accords. Alors, certains, par exemple, ont signé des accords pour accepter l'or ou l'argent en tant que mode de paiement, en plus du dollar. On a vu certains États qui sont prêts à s'associer avec le Texas au cas où le Texas lance un processus de sécession. Et évidemment, ce sont des États qui sont de réputation conservateur. Alors, faisons un petit rappel rapide. Pour ceux qui ne savent pas trop faire la différence, c'est quoi entre les démocrates, les républicains, entre les conservateurs et les progressistes. Dans chaque camp, vous pouvez définir, et c'est la même chose en France pour les partis politiques, une majorité d'Américains qui sont d'une opinion politique, d'une opinion conservatrice ou progressiste, modérée. Et s'ajoute à cela une minorité d'Américains qui sont, eux, par contre, des conservateurs, des progressistes ultra, c'est-à-dire là, des purs et durs. Chez les progressistes, on peut considérer par exemple que parmi les purs et durs, vous avez les wokistes. Sauf que cette population de progressistes à la fois purs et durs, ultra progressistes, sont essentiellement, voire quasiment, dans des grandes métropoles. C'est-à-dire New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Washington, pour ne nommer lesquels. Quoique Washington, c'est un petit peu particulier, c'est un peu à part. Et après, vous avez des villes qui concentrent. Alors, Houston, Dallas concentrent, eux, des Américains progressistes au sein de ces villes. C'est-à-dire que finalement, les progressistes sont plus souvent des Américains urbains. Et il y a le reste. Le reste, c'est les Américains conservateurs modérés, qui eux habitent aussi des villes, des moyennes villes ou des petites villes, ou sont littéralement dans des milieux ruraux. Ce qu'on appelle l'Amérique profonde. Et dans cette Amérique profonde, vous avez donc des conservateurs modérés qui ne sont pas forcément des religieux, qui ne sont pas forcément des Américains trumpistes, on va dire, dans le sentiment. Mais vous avez aussi des ultras. Et les ultras, c'est en effet, alors là, des conservateurs religieux
pratiquants, voire même très pratiquants. Même la religion pour eux est la référence de base de leurs réflexions et de leurs idéologies. Et vous avez, après, vraiment les extrémistes, ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite américaine, qui est le Tea Party, où eux, là oui, ils sont littéralement dans des idéologies. Alors, c'est un peu une confusion de tout, sur lequel, évidemment, médiatiquement, médias qui sont majoritairement progressistes, on mélange un peu à la fois le Ku Klux Klan, les racistes, les antisémites, etc. au sein de la partie conservateur. Mais à la limite, on pourrait exactement faire la même chose du côté progressiste ou du côté progressiste. Vous avez des extrêmes gauches, vous avez des révolutionnaires et vous avez même des communistes. Tout du moins ce qu'on pourrait appeler des communistes. Parce que ce sont des gens qui sont véritablement pour la destruction de l'ultralibéralisme, pour le collectivisme, pour le socialisme absolu, même si pour certains d'entre eux, ils font très attention de ne pas trop rayer le cadre politique américain pour pouvoir continuer à exister. Et donc, ils se font passer pour des progressistes plutôt sociolibéraux, mais en réalité qui ont parfois des propos beaucoup plus d'extrême gauche que modérés. Et donc cette Amérique-là, c'est une Amérique en deux parties. Dans chaque partie, vous avez des niveaux différents d'individus, d'idéologies, etc. Chaque partie, évidemment, s'amusant selon des épiphénomènes à vouloir catégoriser, à vouloir généraliser l'autre partie comme étant à l'image de cette minorité d'individus. Pour ce qui concerne les conservateurs, évidemment, beaucoup prennent l'exemple du Ku Klux Klan, prennent l'exemple des néo-nazis, alors que ces gens-là ne représentent qu'à peine 20 000 personnes, 20 000 Américains recensés, assumés dans ces idéologies-là. Et si on voulait même élargir le nombre d'Américains qui consentent, partagent, soutiennent les idées, mais sans véritablement se prononcer, on est sur à peu près 200 000, 300 000 Américains. Tous les autres partagent des idées, mais des idées qui peuvent être liées éventuellement à des idéologies d'extrême droite, mais j'ai envie de dire à peu près exactement comme ce qu'on a en France, c'est-à-dire des Français qui ont des idées et des opinions bien arrêtées sur des événements, sur des faits, sur du factuel de la société française sur lequel, malheureusement, on met souvent un tapis idéologique, parce que faut pas penser ceci, faut pas penser cela, faut pas traiter l'immigration, faut pas traiter les migrants, faut pas aller à l'encontre des idées de droits de l'hommiste, de pays d'accueil, de solidarité, etc. Mais le problème, c'est tout à ses limites. Or, malheureusement, aujourd'hui, on a même dépassé notre capacité, notre limite dans ce domaine. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil. Dans certains États, on a dépassé la limite de la tolérance. De la tolérance à ne pas être homophobe, à ne pas être traité de raciste, ne pas être traité de xénophobe, quand dans les États, que ce soit géographiquement ponctuel ou d'une façon globale, il se passe des phénomènes, il se passe des événements qui très clairement motivent, ambitionnent les idées les idées que finalement Donald Trump a repris à son profit pour créer sa doctrine de American First ou Make America Great Again, ce qu'on appelle aujourd'hui plus vulgairement les MAGA. Alors, le problème de Trump, c'est que, souvenez-vous, si vous suivez ma chaîne, très souvent je vous dis que Trump c'est un symptôme. C'est un symptôme du malaise, c'est un symptôme d'une perdition de la confiance qu'ont une majorité des Américains envers le bipartisme traditionnel, conservateur, républicain et progressiste, démocrate. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces 30 dernières années, le partage de pouvoir, c'est-à-dire l'alternance de pouvoir qu'ont connu les États-Unis, un coup les démocrates, un coup les républicains, ont été décevants.
autant pour les progressistes que pour les démocrates. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile de quantifier le fait que vous ayez des Américains progressistes modérés et des Américains conservateurs modérés qui finalement partagent aujourd'hui les mêmes idées. Mais encore une fois, c'est très compliqué, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on veut absolument faire rentrer l'individu dans la case. Dans la case, soit tu es progressiste, soit tu es conservateur. Mais tu ne peux pas être un entre-deux. Alors que malheureusement, et c'est exactement le même problème qu'il y a en France, c'est qu'aujourd'hui, il y a des idées qui se défendent aussi bien du côté de la droite que de la gauche, que de l'extrême gauche, que de l'extrême droite. Parce que ce sont des idées qui collent plus ou moins bien aux réalités que connaissent un certain nombre de Français, tout comme les idées démocrates ou républicaines collent plus ou moins aux réalités spécifiques, je dis bien spécifiques, des Américains d'une manière générale. Je dis spécifique pourquoi ? Parce qu'évidemment, les Américains qui vivent dans les grandes villes, dans les grandes zones urbaines, dans les grandes métropoles, ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui vivent dans des petites villes ou dans des moyennes villes plutôt conservatrices, voire l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, l'Amérique du Middle West, l'Amérique du Sud. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu une melting pot, mais dans lequel on retrouve des points communs, aussi bien du côté des progressistes que des démocrates, sur des réalités, surtout sociales et économiques. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des démocrates comme des républicains qui savent reconnaître que depuis ces 40 dernières années, il y a eu des politiques, il y a eu des choix, des orientations qui étaient mauvaises, qui n'étaient pas bonnes, et qui ont poussé malheureusement des Américains à être dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire socialement sans issue, surendettés, et littéralement condamnés. Voire avec l'évolution de la crise économique et donc de l'impact que ça va avoir sur les groupes financiers, sur les multinationales, etc., ça va de plus en plus mettre sur le carreau un grand nombre d'Américains parce que ça rejoint ce que je vous disais sur les dématérialisations, l'automatisation, l'intelligence artificielle assistée, qui va faire qu'il y a certains métiers qui étaient des petits métiers qui permettaient de faire une sorte de poumon économique social américain pour tous ces Américains qui n'étaient pas forcément qualifiés, qui étaient sous-qualifiés, etc. Tu avais toujours des chances de pouvoir trouver du boulot. Alors des petits boulots, si tu arrivais à t'organiser, tu pouvais trouver 2 boulots et finalement t'en sortir. Mais même ça aujourd'hui, ça commence à être menacé. D'où la raison pour laquelle, malheureusement, il y a certains États qui étaient des États considérés comme progressistes, qui aujourd'hui sont en train de perdre petit à petit une proportion de la classe moyenne américaine, parce que cette classe moyenne aujourd'hui ne trouve pas de boulot suffisamment rémunéré pour avoir suffisamment de revenus pour pouvoir continuer à vivre dans ces endroits-là. Parce que le coût de la vie devient totalement exorbitant, devient impossible. Et du coup, on se retrouve dans une situation où certains paganismes dans la société américaine sont en train de littéralement changer. Et ces changements poussent des Américains qui étaient pourtant des progressistes convaincus, mais parce qu'ils ne font pas partie de la bonne classe dans la société américaine pour pouvoir préserver ou garder leurs convictions et leurs idées par rapport aux lieux et places dans lesquels ils vivent, et qui deviennent et qui se transforment parfois en conservateurs, parce qu'ils se rendent compte que s'il y a 20 ou 30 ans, ils avaient un style de vie, un genre de vie qui convenait parfaitement à ne pas remettre en question leurs opinions et leurs idéologies progressistes, là tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on est en train de les remplacer, par du dumping social, par de l'immigration, parce qu'on utilise aujourd'hui la population latino pour les faire travailler dans des métiers où ils acceptent des salaires moins élevés, où
ou tout du moins ils acceptent des salaires qui n'évoluent quasiment pas, contrairement aux Américains. Et donc du coup, inversement, vous avez des conservateurs qui se rendent compte que idéologiquement, alors, localement, vous avez des dérives sectaires, dérives racistes, xénophobes, qui ne leur plaît pas, qui ne leur convient pas, et qui ont une fâcheuse tendance à devenir plus progressistes que de rester conservateurs. Ce qui est encore plus vrai dans la communauté afro-américaine. La communauté afro-américaine, on l'a étiquetée comme étant systématiquement progressiste. Pourquoi ? Parce qu'elle est forcément la communauté victime de racisme. Racisme assimilé égal conservateur. Alors que le problème, et ça s'est très accentué avec les BLM, c'est qu'une grande majeure partie d'Afro-Américains sont religieux, sont des croyants. Donc en tant que croyants, en tant que idéologiquement, sociétalement, dans les mœurs, dans la tradition, dans la morale, mais ils sont beaucoup plus proches des conservateurs que des progressistes. Et j'ai envie de dire, dans la communauté hispanique, qui est américaine depuis 1, 2, 3 générations, tout comme dans les communautés asiatiques, tout comme dans les communautés indiennes, pakistanaises, qui deviennent aussi non négligeables aux États-Unis. Ce sont des populations qui ont préservé un certain nombre de racines. Ils sont américains, mais de par la famille, de par la tradition, ils sont beaucoup plus proches des conservateurs américains que des progressistes. Surtout depuis quelques années où les progressistes, par intérêt idéologique et par intérêt clientéliste et électoral, sont allés fricoter avec des extrêmes. Et ça, du côté des Américains progressistes, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas hésité à mettre en face de Donald Trump un Joe Biden, parce que Joe Biden était la quintessence même de la nostalgie Obama et qui a poussé les Américains à voter contre Donald Trump pour un mec. On voit le résultat aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'en 2024, si le scénario Trump-Biden se profile, eh bien, vous avez des chances que Biden soit réélu. C'est-à-dire que vous avez au moins les 2/3 des Américains progressistes qui aujourd'hui sont conscients qu'ils ont mis en place un président qui ne dirige rien. Biden aujourd'hui ne dirige pas le pays. Aujourd'hui, ce sont des soufis, ce sont des gens placés par l'État profond qui dirigent le pays. Ce n'est pas Biden. Et je dirais même que même au niveau des directives, des ordres, des lignes de conduite à donner, c'est Obama. C'est Obama qui est en coulisses. C'est pas Joe Biden. Pourtant, c'est bien lui qui est élu. Et ça, malheureusement, que ce soit évidemment au sein des conservateurs, mais aussi des démocrates, ça pose un gros problème éthique. C'est pour ça qu'ils sont très emmerdés, parce que si jamais Trump rafle la candidature républicaine pour les élections présidentielles de 2024, mais les démocrates, ils sont emmerdés. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'ils comptent, encore une fois de plus, sur le vote barrage. Exactement comme ce qui a été fait en France en 2022. La détestation de Macron est majoritaire en France, mais on a réussi à rejouer le même scénario qu'en 2017 pour pousser des Français à dire « Ah oui, entre la peste et le choléra, je préfère le choléra ». Et bien les Américains aujourd'hui, c'est ce qu'ils sentent qui est en train de se profiler. Très sincèrement, les Américains progressistes, les Américains démocrates, auraient aimé que le plan, même à la limite, que Kamala Harris soit la successeur, je ne sais pas si le terme possède son féminin, sauf que le plan a changé entre-temps. Et comme je vous l'ai déjà dit, les démocrates aujourd'hui sont pieds et poings liés par une affirmation qui a été faite par Joe Biden, mais qui très clairement n'était pas prévue. C'était absolument pas dans le plan
que Joe Biden se présente pour un second mandat. Ce qui était prévu, c'était que Kamala Harris soit son héritière. Quel que soit le candidat républicain qui soit mis en face, c'était garanti que Kamala Harris était élue. Même si aujourd'hui, Kamala Harris, son image est plus ou moins écornée par ses propos, par sa façon disons qu'on est complètement à l'opposé de la capacité de speaker, oratoire d'Obama. Kamala Harris, elle a une capacité oratoire équivaut à un gamin de 5 ans. Et c'est ce qui a dérangé d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les démocrates se sont dit, bon, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule. Il va falloir qu'on essaie de trouver un candidat qu'on va pouvoir sortir d'une pochette surprise pour proposer ça aux Américains. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'Américains sont de moins en moins confiants envers ce que l'on fait en matière de propositions politiques. Et ce qui est encore plus vrai, quand aujourd'hui on nous chante un bilan, Biden il a réussi à faire ceci, Biden il a fait cela, etc. Mais oui, mais le problème, c'est qu'encore une fois de plus, ce n'est que de l'apparat, ce n'est que du décorum. C'est exactement, si vous voulez, le même problème que l'Obamacare. Vous avez entendu parler de l'Obamacare. Les gens qui vous ont parlé de l'Obamacare, c'est génial parce que l'Obamacare permet à des Américains aujourd'hui d'avoir une assurance santé. C'est-à-dire que l'Obamacare a obligé des entreprises de santé privées de développer des plans abordables aux petites classes moyennes, aux petites classes populaires. Parce qu'elles ne pouvaient plus, n'avaient pas les moyens de se payer des assurances santé. Sauf que le problème, qu'est-ce que ça a généré ? Ça a généré des pertes chez un certain nombre de sociétés qui ont fini par mettre la clé sous la porte. Et qui a récupéré les marchés de ces sociétés privées dans certains États ? Eh bien, ce sont les grosses sociétés, ce sont les gros groupes de santé, d'assurance santé privée américains. Je vous donne un juste exemple. Moi, je suis à une société qui s'appelait Carolina Healthcare. Sauf cette société, qui couvrait à la fois la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, a commencé à racheter des sociétés et donc développer son marché à l'échelle nationale sur d'autres États. Et donc, pour mieux passer en matière de communication, etc., et de ne pas juste se contenter de dire « nous sommes une société d'assurance santé carolinienne », a décidé tout simplement de changer de nom. Et maintenant, ça s'appelle Atrium. Eh bien, je vous le donne en mille. Atrium, qui est aujourd'hui une société d'assurance santé assez importante, a déjà posé ses jalons dans certains pays européens, y compris en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous voulez quitter le régime normal, vous avez des sociétés qui existent en France, des sociétés d'assurance santé privée. Et vous pouvez regarder, vous avez un bureau, alors je crois que c'est à Nîmes ou à Aix-en-Provence, qui se sont installés. Alors évidemment, ils n'ont pas une activité commerciale, ils n'ont pas un secteur très développé parce que en France, le régime normal reste hégémonique, même si je rappelle, depuis 92, depuis Maastricht, vous avez la liberté en tant que citoyen français et surtout citoyen européen de choisir votre régime de santé. Vous n'êtes pas obligé de rester au régime normal. Sauf qu'évidemment, vous avez déjà expliqué ça, hein, vous allez voir votre entreprise, vous allez voir votre patron, il dit moi j'ai décidé de ne pas continuer à cotiser au régime normal, j'ai mon assurance santé privée. Votre patron il va dire ouais mais non mais c'est chiant, vous comprenez, parce que nous ça va nous obliger à faire ça fait plus de travail administratif, ça fait plus de procédures. C'est plus simple pour les entreprises de verser directement au régime santé, votre cotisation d'assurance santé, etc., au régime normal. Alors que le Chine, vous avez le droit, mais c'est un peu comme l'histoire corse. Vous pouvez rire des Corses, mais il ne faut pas le faire. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui la situation aux États-Unis,
vous avez en effet des États qui sont profondément ancrés dans des traditions, des idées, voire même des systèmes très conservateurs. Moi, je suis en Caroline du Nord. La Caroline du Nord est un peu mitigée. Si vous allez dans l'Amérique, quand vous allez dans la Caroline du Nord, profonde, rurale, etc., oui, c'est très conservateur, c'est très religieux. Si vous allez dans les villes, là, c'est en effet un peu plus modéré, c'est un peu plus progressiste. On a même une ville qui s'appelle Asheville, qui est la ville progressiste de Caroline du Nord. Par contre, vous allez en Caroline du Sud, là, la Caroline du Sud est beaucoup plus conservatrice. Et là, si vous voulez vraiment voir ce que c'est que des États très conservateurs, alors vous pouvez aller au Texas si vous voulez, oui, quoique le Texas, encore une fois, que ce soit Dallas, Houston, vous allez trouver quand même des Américains plutôt progressistes et pas très conservateurs, même si il y a quand même une certaine fierté, une certaine culture texane qui reste omniprésente. Le fait est, c'est que si par contre vous allez en Louisiane, en Alabama, dans le Mississippi, Tennessee, Dakota du Sud, Dakota du Nord, Missouri, là, vous allez véritablement savoir ce que c'est que des États conservateurs. Mais l'inconvénient, c'est que même si vous avez encore d'autres États du Middle West qui sont traditionnellement conservateurs, c'est des États qui malheureusement sont assez peu peuplés et donc qui ont très peu de poids justement pendant les élections présidentielles. Je rappelle, les élections présidentielles, c'est un fonctionnement avec des grands électeurs. C'est-à-dire que proportionnellement au nombre de population des États, vous avez un certain nombre de grands électeurs. Ces grands électeurs, par exemple la Californie, vous avez tout intérêt, par exemple, quand vous êtes candidat, à gagner la Californie, la Floride, l'Ohio, New York, Michigan, je crois, la Géorgie un petit peu, et puis je crois qu'il y en a deux, trois autres qui sont plutôt moins... Mais les plus importants, oui, c'est New York, la Floride et la Californie. Parce que c'est les plus peuplés et c'est là que vous avez le plus grand nombre de grands électeurs. Et ce qui fait d'ailleurs que, c'est pour ça que sur une élection américaine, vous pouvez très bien avoir, sur les 50 États, vous pouvez avoir 30 États qui sont pour le candidat républicain, mais avoir 20 États pour les démocrates, mais comme c'est majoritairement tous les plus gros États, les plus peuplés avec le plus grand nombre de grands électeurs, le démocrate peut gagner. Donc c'est pour ça que pendant la présidentielle américaine, ce qui est le plus regardé, ce sont les... alors, ça a un nom, hein, ces fameux États, je ne me souviens plus quel nom ça a. Je n'arrive plus à me souvenir du nom. Ça, enfin, ces États-là, pas switch state comme ça, parce que c'est des États qui peuvent renverser très rapidement le résultat d'une élection. Et d'ailleurs, on l'a vu la dernière élection avec la Géorgie, par exemple. La Géorgie, qui pourtant était un État plutôt conservateur, et qui finalement a basculé progressiste, mais de très peu. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, surtout en ce moment, de voir que parce qu'il y a cette déliquescence aujourd'hui de la confiance des Américains envers les partis traditionnels, le bipartisme tel qu'on l'appelle, eh bien tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des États qui peuvent très bien switcher, alors que c'était des États pourtant traditionnellement connus et réputés pour être plutôt conservateurs que progressistes, et plutôt progressistes que conservateurs. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant, d'autant plus que la population américaine, il faut savoir que c'est une population qui culturellement est aujourd'hui un héritage de ce qu'on appelle la politique d'isolationnisme, c'est-à-dire très nombriliste, c'est-à-dire que les Américains ne sont concernés que par ce qui se passe, pas seulement à l'échelle de la nation entière, mais de leur État, l'État dans lequel ils vivent. C'est-à-dire ce qui se passe en Californie,
ils s'en foutent. Ce qui se passe à New York, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est ce qui se passe dans leur État. Ce qui est encore plus vrai, et c'est pour ça que je vous disais, je vous parlais de cette migration qu'il y a aujourd'hui, c'est que du fait que du succès de certains États tels que la Californie, l'État de New York, etc., aujourd'hui, c'est des États qui sont limite surpeuplés. Surpeuplés pour la capacité économique et sociale que ces États peuvent assumer. Aujourd'hui, vivre en Californie, vous avez intérêt à avoir un super boulot, d'avoir une super paye, si vous voulez vous en sortir. C'est pour cette raison d'ailleurs que les latinos, enfin les hispaniques qui vivent en Californie, en grande majorité, c'est entièrement la famille qui vit dans la maison. C'est-à-dire que vous avez presque 6, 8 personnes qui vivent dans la maison parce que vous avez les grands-parents, les parents et les enfants. Et les enfants, quand ils travaillent, ils restent dans la maison et leur paye sert à ces familles à pouvoir subvenir aux besoins. Après, évidemment, si ces enfants se marient, etc., ont plutôt tendance à aller vivre ailleurs, mais il y a toujours ce cocon familial tel qu'on le connaît d'ailleurs en France. Hein, c'est très intrinsèque à la culture latine, même si malheureusement, depuis ces 40 dernières années, le français c'est beaucoup plus individualisé, beaucoup plus devenu consumériste. Et donc préfère avoir son petit chez-soi plutôt que vivre les uns sur les autres, contrairement à ce que nous avions dans cette tradition française familiale de la demeure dans laquelle vivaient les parents, les grands-parents, les parents prenaient soin des grands-parents, etc. Ça, ça a quasiment disparu. Peut-être pas forcément dans les milieux ruraux en France où on a encore gardé peut-être cet état d'esprit. Même à la limite, les enfants, quand c'est des parents ou des grands-parents qui ont du patrimoine, c'est-à-dire de la terre, cette terre sert à construire des maisons pour la famille. On a encore ça aujourd'hui en France. Bon, évidemment, il faut que le patrimoine financier suive derrière. Ça, là-dessus, on est d'accord. Mais aux États-Unis, dans certains États aujourd'hui, qui sont beaucoup, d'ailleurs souvent des États plus ou moins conservateurs, mais comme je vous dis, c'est des États très peu peuplés et qui deviennent attractifs pour des gens pourtant idéologiquement plutôt progressistes. Mais la condition sociale, les conditions de vie, le coût de la vie poussent ces gens finalement à peut-être mettre un petit peu de côté leurs idéologies progressistes pour aller s'installer dans des États pourtant conservateurs. Et c'est pour cette raison que la Floride aujourd'hui est en train de voir un exode californien important. Nous, en Caroline du Nord, on a un exode qui vient essentiellement des États du Nord. Beaucoup, New York, Pennsylvanie, Michigan, Ohio, Illinois. Pour vous dire, la ville où j'habite, pas très loin, qui est Charlotte, qui est la deuxième ville de l'État, puisque la capitale de Caroline du Nord est Raleigh. Charlotte, ou tout du moins la grande agglomération de Charlotte, prend en moyenne 15 000 habitants par an, en plus. C'est-à-dire qu'on fait la balance entre ceux qui arrivent et ceux qui partent. On a un bénéfice de 15 000, entre 15 000 et 20 000, parce que c'est en train vraiment de s'accélérer en ce moment, habitants supplémentaires dans la région. D'où la raison pour laquelle, actuellement, nous avons une énorme spéculation immobilière, parce que vous comprenez que c'est une population qu'il va falloir à un moment donné loger. Et que, même si malheureusement les promoteurs immobiliers misent parfois sur de l'habitat qui frise le 700, 800, voire 1 million de dollars l'achat, vous avez quand même des promoteurs qui ont compris que c'est une classe moyenne aisée, mais classe moyenne plutôt populaire, qui elle n'a pas forcément les moyens de claquer plus de 500 000 dollars dans une maison, et donc font une offre de combos, c'est-à-dire les combos, c'est-à-dire que c'est ces habitats collectifs. Alors c'est pas des immeubles, mais vous savez, c'est ces maisons un petit peu comme on les connaît en France, les maisons minières du nord, pardon,
où les maisons sont accolées les unes aux autres, parce que gain de place, et comme ça, vous avez une offre beaucoup plus importante. Et donc ça, c'est en train de se construire partout. C'est-à-dire que le moindre mètre carré aujourd'hui, même dans certains coins où le mètre carré reste encore raisonnable, là, les prix sont en train de complètement s'envoler. Tout simplement parce qu'il y a un exode d'une population qui aujourd'hui ne peut plus rester dans ces états progressistes, parce que le coût de la vie, l'offre de travail, etc., devient littéralement impossible et ingérable. Donc, voilà un petit peu comment je pouvais vous montrer la situation concernant les États-Unis, concernant la situation actuelle, par rapport au paysage politique américain que malheureusement certains médias français ont une fâcheuse tendance un petit peu à altérer. De toute façon, je vous reparlerai de ça parce que ça peut encore évoluer. Mais si aujourd'hui vous avez des sondages qui vous expliquent que Donald Trump arrive à plus de 60% de favorables et très favorables pour être éventuellement un candidat républicain, il faut comprendre aujourd'hui le désarroi, la déception de la population américaine à l'encontre du paysage politique traditionnel, donc ça veut dire donc des politiciens. C'est-à-dire les politiciens qui ont été déjà des élus, qui ont été des gouverneurs, qui ont été des sénateurs, qui ont été des représentants, etc., qui ont une carrière politique, à l'image par exemple de Bernie Sanders, ou de Ted Cruz, ou DeSantis par exemple, ou même Christie, qui était gouverneur de New Jersey. Donald Trump est un symptôme, parce que lui n'a jamais eu de carrière. Je vous rappelle, pas de carrière politique. Le mec, c'est un milliardaire, un m'as-tu vu, c'est Donald Trump, quoi. Sauf que le mec, il a quand même réussi à se faire élire président au détriment de tous les pronostics, même ceux français. Et donc aujourd'hui, il y a parfois certains qui font preuve de prudence. Prudence en disant, oui, il y a une détestation de Trump qui peut être encore majoritaire dans le peuple américain, mais ça ne veut pas dire que on peut d'ores et déjà dire qu'il ne se fera pas réélire. Il peut y avoir à un moment donné une surprise qui puisse être réélu. Encore une fois, parce que, comme je vous l'expliquais, il est très difficile aujourd'hui de quantifier, de faire du sondage sérieux, spécifique, crédible sur la population américaine, parce que, comme en France, des Américains vont plutôt avoir une certaine consensualité à s'exprimer à l'opposé de leurs réelles opinions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Américains qui sont prêts à voter Trump parce qu'ils veulent plus de bidon, parce qu'ils considèrent que les démocrates font n'importe quoi, surtout avec tous les phénomènes wokistes que les démocrates ont soutenus et qui ont fait beaucoup de mal à la réputation même des démocrates. Pour vous dire qu'il y a même des Américains, Afro-Américains, plutôt progressistes, qui en ont tellement ras la patate, qui en ont tellement ras le bol, qui sont prêts à revoter Trump. Oui, ça existe. Donc rien n'est joué. Tout est encore à faire. Et c'est pour ça qu'on en reparlera. Donc souvenez-vous bien un petit peu de ce que je viens de vous expliquer, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans les analyses de certains experts des États-Unis sur les plateaux télé français. Parce que moi je le vis depuis plus de 10 ans, et en 10 ans, moi j'ai vu ça, j'ai vu cette déliquescence, j'ai vu ce ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, malheureusement, met aussi en opposition de façon de plus en plus violente, justement, les extrêmes. C'est-à-dire à la fois les extrêmes progressistes et les extrêmes conservateurs. D'ici là, qui est peut-être une guerre civile, moi je vous parle de sécessionnisme, mais le sécessionnisme de certains États peut en effet provoquer une guerre civile. On n'en est pas là, on en est loin, très loin pour l'instant. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'en dise Biden, quoi qu'en font les médias américains, les Américains en grande majorité, que ce soit modérés ou progressistes et conservateurs, l'Ukraine
ils ne veulent plus en entendre parler. C'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de campagnes médiatiques. Là, on a sorti le jour du drapeau. Le jour du drapeau qui est censé soutenir l'Ukraine. Bon, sauf que moi ici, je peux vous dire que le drapeau ukrainien, j'en ai pas vu un seul. Même pourtant, il y a encore 2 ans, il y a encore 2 ans, il y a dans les coins progressistes, il y a des grands panneaux pour soutenir l'Ukraine, avec le drapeau jaune et bleu, etc. Là, il n'y a rien. Les seuls drapeaux ukrainiens que j'ai vus, c'est évidemment la parade des fiertés qui a eu lieu le week-end dernier. Mais là, normal, parade des fiertés, le lien de cause à effet, où là, en effet, le drapeau ukrainien était présent. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que quand on connaît un petit peu la culture ukrainienne, c'est une culture parmi les cultures de certains pays de l'Est qui sont encore assez enfermés dans des carquois traditionnels, etc., et qui ne sont pas encore très ouverts à la question LGBTQ+. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.